votre chiffre d'affaires 100 millions. C'est le volume encaissé par Mime pour le compte des créateurs. Combien gagnent les créateurs qui gagnent le plus? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Tu es un peu le OnlyFans français. Oui, nous assumons pleinement effectivement d'avoir aujourd'hui cette image d'OnlyFans français. Tous les contenus sont classifiés, les créateurs sont classifiés, donc on sait exactement quel type de contenu est chez nous. On a 30% de contenu qui est identifié comme du contenu pornographique. C'est un marché à 7 milliards d'euros en France. C'est près de 20% de croissance dans cette industrie chaque année. Vous avez combien de créateurs? On a 240 000 créateurs certifiés. Par exemple, la modération de contenu, c'est une centaine de milliers d'euros par an. Tous les contenus qui sont publiés sur la plateforme transitent par de l'IA qui modère tout. Pierre, bienvenue dans Combien ça gagne. Merci Clémence. Merci d'être là, je suis trop contente que tu aies accepté de venir enregistrer un nouvel épisode de toute notre petite société de production de podcast. Tu es le cofondateur d'une plateforme très connue qui s'appelle Mime, M-Y-M, qui est un réseau social, une plateforme de création de contenu exclusif. Comme on dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que je l'ai bien décrit? C'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de vendre leur contenu en ligne, contenu photo ou vidéo, voilà, et qui souvent est exclusif, oui. On n'a que du contenu payant sur Mime, on est d'accord? Non. Tu peux teaser aussi ton profil, ton compte, avec du contenu qui va être mis gratuitement sur la plateforme pour celles et ceux qui vont le consulter et à qui ça pourrait donner envie de payer pour accéder à tout le contenu. Du freemium, finalement. Tu es un peu le OnlyFans français. Alors, je sais pas si t'aimes ou pas qu'on dise ça, mais c'est ce que disent les gens, en tout cas. Oui. Nous assumons pleinement effectivement d'avoir aujourd'hui cette image d'OnlyFans français, même si d'origine c'était pas du tout l'objectif au lancement fin 2018. Mais force est de constater qu'avec la trend qu'on a observé chez nous et la ventilation du contenu, oui, parce qu'OnlyFans a une image un peu sulfureuse dans le monde, de par des créateurs qui font parler d'eux, parce que le contenu est parfois glamour, pornographique, sensible, mais pas que. Nous n'avons pas que ce contenu-là chez nous, mais même s'il reste minoritaire, le mot est peut-être pas le bon. En tout cas, il n'est pas majoritaire, et pour autant, c'est ce qui fait parler. C'est ce qui excite peut-être aussi un peu l'État, qu'on voit en ce moment. Là-dessus, tu dis que c'était pas l'objectif au début. Est-ce qu'on peut peut-être, juste pour reprendre la base et les gens qui connaissent pas forcément Mime, ce que vous faites, donc vous l'avez créé en 2018, c'était quoi au début et comment est-ce que vous avez vu ce switch? C'est arrivé quand, comment? C'était le contre-pied des réseaux sociaux traditionnels qui sont basés sur un modèle revenu à la publicité. Nous, il n'y avait pas de pub. On crée une plateforme qui permet aux gens de publier du contenu, de chatter avec des gens qui veulent suivre ces créateurs, et tu payes si tu veux chatter avec eux et accéder au contenu. C'était très simple, on s'est dit, les créateurs eux-mêmes vont essayer de convertir leur audience qui jusqu'à présent était gratuite sur TikTok, Instagram, Facebook ou Twitter en payant. Alors on avait conscience que ça convertirait peut-être peu de gens, mais qu'un créateur serait content de gagner du jour au lendemain 200 € par mois, 1000 € par mois. On n'avait aucune notion de ce que ça pouvait générer. Donc on a juste développé nous-mêmes une plateforme qu'on a codée. On a mis du paiement, une mécanique d'abonnement, un système de déblocage des contenus et un chat. Et tout simplement. T'as vraiment juste proposé le software, quoi. Ouais, et puis après, on a observé au fil du temps comment on prenait la sauce et qui venait investir la plateforme. Puis après, nous-mêmes, on a essayé de se dire qui on a envie de voir sur la plateforme. Donc on a contacté au départ des influenceurs, des comédiens, des gens dans la musique, des DJ. Enfin, on a essayé de tester plein de verticales. On a même testé il y a 2 ans les arts divinatoires qui ont été un échec. Ça a été une erreur. On l'a appris à nos dépens. On a investi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. On a motivé les équipes pour essayer de faire c'est pas un pivot, mais en tout cas intégrer cette verticale. Et puis finalement, trop compliqué. Il faut, si demain tu veux rassurer des gens, d'aller sur un compte d'astrologie, payer une guidance, il faut être sur une plateforme dédiée à l'astrologie. Voilà. Et pourquoi, juste si on fait un tout petit pas de côté pour expliquer ça, pourquoi ça a été trop compliqué? Pourquoi il faut aller sur des trucs dédiés à l'astrologie? Parce que c'est plus rassurant. En fait, t'as trop de dérives, si t'es un expert dans ton domaine, tu vas plutôt rassurer justement tes clients de demain. Alors que si t'as envie de tout faire, les gens vont considérer que t'es un peu fourre-tout et que t'es pas expert dans ton domaine. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plutôt vous suivez les tendances des créateurs qui sont chez vous et vous essayez de pousser dans un sens ou dans l'autre, mais finalement, maintenant, il y a tellement... Vous avez combien de créateurs? On a 240 000 créateurs certifiés chez nous et 36 000 créateurs qui génèrent des revenus tous les mois. 36 000 qui génèrent des revenus, 240 000, ok. Qui sont à 80% français. La France, c'est un marché de 350 000 créateurs. Okay. Et on en a 240 000 en tout. Mais il y en a près de 200 000 Français. Près de 200 000 Français, et là-dessus, on en a 30-40 000 qui génèrent vraiment des revenus. Là-dessus, finalement, c'est eux qui dessinent les tendances aujourd'hui. C'est-à-dire que tu t'essayes pas de pousser des verticales ou de faire venir plus une verticale sur Mime. Ça, c'était un truc du début, non? Oui, on laisse la possibilité aux créateurs de contenu de taguer leur compte par mots-clés pour faciliter la recherche, par exemple, dans le moteur de recherche ou même dans le Discover chez nous, en fonction du contenu qu'ils publient
et de la manière dont ils ont envie de se faire découvrir par l'audience. Le glamour est majoritaire chez vous, j'imagine, si on regarde ce tag. Oui, on a beaucoup de créateurs effectivement qui monétisent du contenu photo-vidéo dans cette verticale-là, parce que c'est une verticale qui rémunère énormément. Beaucoup de créateurs l'ont compris. Beaucoup de créatrices, on a plus de créatrices que de créateurs, accessoirement. C'est à 80-20 ou pas à ce point-là? Ou même plus que 80-20 d'ailleurs? Oh non, ouais, c'est même au-delà de 80. 90-10, putain, même plus. J'ai pas le chiffre exact, mais on a plus de créatrices, ça c'est évident. Mais écrasante majorité, ok, intéressant. Donc ça, finalement, eux, voilà, on est sur une grosse majorité de contenu glamour, grosse majorité de contenu féminin. Comment ça marche? Comment ça se monétise? Alors, en fait, on a 30% de contenu qui est identifié comme du contenu pornographique. Tous les contenus sont classifiés, les créateurs sont classifiés, donc on sait exactement le contenu, quel type de contenu est chez nous. Et tout le reste, c'est du contenu autre, qui peut être du contenu issu de créateurs venant du milieu de la télé-réalité, ça peut être du contenu glamour, ça peut être du contenu mainstream. Ça reste quand même l'autre grosse majorité. Mais dans ce contenu autre que pornographique, il peut y avoir du contenu effectivement de divertissement classique, du contenu glamour, on le rentre dans cette catégorie, mais qui n'est pas un contenu pornographique. T'as quoi d'autre qui est hors cette partie glamour pornographique? Est-ce que t'as des verticales qui marchent bien? Je sais pas. On a des créateurs effectivement qui vendent du coaching, de l'accompagnement, ça on en a. Oui, parce que je me disais, pardon, je te coupe, mais c'est la formation en ligne. C'est un des moyens des créateurs de contenu. Dans certaines typologies potentiellement assez loin des vôtres, c'est un des moyens de gagner de l'argent et de dépasser cette relation justement par la pub, par le sponsor. Et je me dis, en fait, Mime, ça peut aussi être une plateforme qui va réguler, entre guillemets, les formations. Ça, vous l'avez pris ce tournoi? Complètement. En fait, nous, on les accepte tous. Donc, on a des gens qui vendent de la formation en ligne, on a des coachs qui vendent du coaching en ligne et qui sont coachs à côté aussi dans leur salle. Oui, c'est ça. Ou coach à domicile. Ça, on en a aussi plusieurs. Parfois, on découvre des coachs dans des domaines complètement improbables que je connaissais pas. Qui pop, non, ça va. Des coachs de vie, d'accompagnement personnel, des coachs en séduction. Nous, on garantit que les créateurs de contenu chez nous soient des personnes qui respectent leurs engagements sur la publication de contenu légal. On modère tout le contenu. Il n'y a pas d'anonymat sur la plateforme, en tout cas pour les personnes qui sont chez nous en tant que créateurs. Ça veut dire que tu dois donner ton passeport, ta carte d'identité pour pouvoir être créateur. Ouais. Ça, c'est ultra strict chez nous. Et tant que tu n'as pas fait ce qu'on appelle un KYC, tu ne peux pas être découvert, tu ne peux pas gagner d'argent, on ne peut pas te faire de virement, tu ne seras pas certifié, etc. Donc, c'est obligatoire. C'est la première grosse barrière à toutes les dérives qu'on peut connaître dans ce monde, dans ce milieu. Oui, on a empêché aussi les commentaires de posts. Donc, les posts sont likables, mais ne sont pas. Il n'y a pas de commentaires comme ça qui sont visibles de tous. Il n'y a pas de comments sur les posts. Donc, ça, c'est pour s'éviter tous les problèmes de modération et de haters. La seule chose qui permet d'avoir une relation entre l'abonné et le créateur, c'est le chat, c'est la messagerie. Et le créateur peut accepter ou non, ou j'imagine que t'as un paywall aussi là-dessus pour le chat. Alors, à partir du moment où tu t'abonnes à un créateur, ça te donne accès au chat. Et donc, tu peux échanger avec ce créateur. Tu peux échanger pour juste papoter. Tu peux lui demander du contenu personnalisé. Voilà, c'est aussi l'enjeu. Il y a deux niveaux. Le chat, c'est le sales, quoi, un peu. Ouais, en fait, tu as deux niveaux d'engagement. Tu t'abonnes à un créateur. Ça te permet d'accéder à tout son profil avec toutes ses publications. Ça, c'est payant. Et ça, c'est payant. Sauf si le créateur décide de mettre son abonnement gratuit. Une fois que tu as accès à cet abonnement, payant ou gratuit dans certains cas, tu peux ensuite débloquer du contenu additionnel via la messagerie notamment. Et là, tu peux demander du contenu personnalisé au créateur, mais tu peux aussi débloquer dans une bibliothèque du contenu que tu vas acheter qu'on appelle en PPV, un peu comme quand tu as envie de t'acheter les bronzés sur Prime. Oui, c'est ça, c'est le pay-per-view de l'époque, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu payes juste à la commande. Le modèle économique de tout ça. Alors, sur Mime, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est un chiffre qui date d'il y a 2 ans, qui est votre chiffre d'affaires, qui était de 100 millions. Oui, on parle de volume d'affaires, donc c'est des gros montants. Et il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle de la GMV. C'est le volume encaissé par Mime pour le compte des créateurs. Nous, on prend une commission sur tout ce chiffre qui est encaissé. Donc, c'est des gros montants, mais on parle de centaines de milliers de créateurs bien sûr, qui génèrent des revenus et qui encaissent. C'est la GMV de 36 000, c'est la GMV de 36 000 créateurs de contenu. Exactement. Ouais. Là-dessus, comment ça marche? Quel est le modèle économique? Sur les abonnements, Mime perçoit 25% de commission sur toutes les transactions liées aux abonnements et génère 20% de marge et de commission sur les pay-per-view. Ça, c'est fixe? Ça, c'est fixe. C'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas de négo, c'est-à-dire toi, t'es créateur de contenu Mime? Si, c'est comme dans tous les business. Tu peux avoir des deals custom avec des créateurs stratégiques, par exemple, qui génèrent beaucoup de revenus. Ça peut arriver. Mais globalement, en tout cas, la promesse, c'est les chiffres que je viens de te communiquer. Donc évidemment, ça peut paraître tout bête, mais c'est soumis à TVA, en tout cas sur l'Hexagone. Donc si un créateur de contenu vend un contenu personnalisé 10 €, il va proposer 10 €. Nous, on va collecter 20% de TVA en plus côté consommateur. Ok ?
Donc le consommateur, il va payer 12 €. Par contre, la base de reversement, elle est sur le hors taxe. Il s'avère qu'on applique notre commission sur un montant sur lequel on va déduire les frais bancaires. Ils sont pas négligeables dans cette industrie. Ouais. Parce que c'est pas un produit physique classique, tu vois, c'est du produit digital. Et donc les solutions de paiement prennent des commissions qui sont importantes, mais là encore, ça va dépendre de la typologie de contenu. Si c'est un contenu considéré comme sensible, la solution de paiement va prendre une commission beaucoup plus élevée. Si c'est un contenu très grand public, la commission sera beaucoup plus faible. Déduction faite de ce frais de paiement, c'est là où on applique notre commission. Okay, donc, ce qui fait que sur 10 €, en gros, hors taxe, le créateur de contenu va percevoir en moyenne, par exemple, sur un abonnement, 7 €. Il va percevoir 7 €. Toi, tu as une commission moyenne de 23, pardon. Si on est entre le 20 et le 25% que tu m'as dit. 23, donc il est censé percevoir un peu plus que 7, mais en effet, tu as ce 0,2 qui est la commission, c'est ça. Donc ça veut dire que vous êtes à 20, si je dis pas de conneries, vous êtes à 20 millions finalement de ce qu'on pourrait appeler votre chiffre d'affaires. Tu peux être du chiffre d'affaires retraité, qui va être de la marge brute. Oui, voilà, c'est ça. De marge brute sur... Bon, alors là, on est indexé sur un chiffre. C'était un chiffre qui avait été communiqué en 2024. Alors, je sais pas où vous en êtes aujourd'hui, tu vas peut-être me le dire. Si j'essaye de continuer ce calcul, sur à peu près ces montants-là et ces GMV-là, t'as le montant des frais de paiement, juste pour qu'on puisse se rendre compte, même si c'est des déductions. Oui, parce que les frais de paiement, ils sont opérés sur des montants TTC en plus. Donc c'est pas négligeable. Ah ouais. Parce que le frais de paiement, lui, il processe de l'argent, il s'en fout de savoir s'il y a de la taxe qui est collectée ou pas. C'est le montant qui est processé avec la carte bleue, bam, lui il prend. Oui, c'est plusieurs millions d'euros que perçoivent les solutions de paiement chez Mime chaque année. Ça va être du Stripe, des trucs. En l'occurrence, il n'y a pas Stripe, mais ça va être des solutions. C'est ce genre de solution, quoi. Oui. Ok. Globalement. Maintenant qu'on a dit ça, on peut finir le calcul sur Mime. Ça, c'est votre marge brute. Ensuite, là-dedans, juste pour finir d'expliquer, on va avoir... Tu vas me dire si on rajoute des choses qui sont non négligeables. On va avoir tout ce qui est modération, gestion des fraudes, des litiges, et puis évidemment toute votre équipe, donc tech, marketing, enfin les trucs classiques, produits, etc., etc. En gros, dans les gros postes de dépenses, pour que les gens comprennent, une boîte comme la nôtre, c'est 50 personnes chargées. Alors, 50 personnes dans les bureaux parisiens et qui sont des ETP classiques sur des salaires qui sont élevés parce qu'on est à Paris, parce qu'on est dans de la tech, on a des métiers qui exigent des expertises spécifiques. Et puis, c'est un peu la guerre des talents. Donc, on a forcément des gens qui coûtent cher. Grosse cote, tu peux imaginer masse salariale chargée autour de 6 millions d'euros. J'avais calculé 5. Je m'étais dit une personne égale 100 millions. On est monté à 6, on est un peu en dessous, mais voilà. Ok. Donc ça, c'est quand même une ligne de dépenses qui est énorme pour une boîte comme la nôtre. Les PSP, c'est monstrueux. PSP, c'est les solutions de paiement. On est évidemment plusieurs millions. Moi, je dirais 2 à 3 millions les PSP. Ouais, on a plus que ça. Plus que ça ? Ouais, on a plus que ça. Wow. Ok. Après, il y a d'autres postes de dépenses. Évidemment, c'est les serveurs. On stocke beaucoup de contenu photo-vidéo qui transite sur la plateforme. Globalement, ça va être... C'est des Américains. Pour l'hébergement. Ouais. Ça peut être sur des serveurs français, ouais. Ah, c'est des Français ? Ok. Les serveurs sont en France. Les serveurs sont en France. Le Prestat, peut-être, ne l'est pas. D'accord. Et là, on parle aussi en millions d'euros, juste d'hébergement. Et après, il y avait la modération de contenu, par exemple, et puis aussi toutes les notions de KYC, de vérification d'âge qui sont clés chez nous. Ça, c'est des lignes, par exemple, la modération de contenu, c'est une centaine de milliers d'euros par an. Tous les contenus qui sont publiés sur la plateforme transitent par de l'IA qui modère tout. On a aussi une équipe de modération qui fait partie de la masse salariale dont on parlait. Il y a une pré-modération qui est faite. C'est une modération qui est faite justement a priori et pas a posteriori. A posteriori, c'est une modération qui peut être faite par des humains si et seulement si des contenus sont spotés comme... problématiques, litigieux, voilà. Etc. Oui, okay. Et qui méritent d'avoir un œil humain. Donc sinon, c'est de la techno, ça c'est une centaine de milliers d'euros. La vérification d'âge, ça nous coûte aussi quelques centaines de milliers d'euros par an. Vérification d'âge côté utilisateur, côté créateur aussi, mais c'est côté utilisateur que la masse, elle est importante parce que c'est des millions de personnes pour lesquelles il faut qu'on opère une vérification d'âge. Bien sûr, parce que tu m'as dit quoi, 240 000 créateurs chez vous. Tout le monde, de toute façon, même ceux qui ne génèrent aucun revenu, moi, demain, je dois passer par là. Tout le monde passe par là, tu peux pas avoir de compte Mime. Oui, tu seras pas certifié en tout cas. Tu seras pas certifié. Ouais, pour pouvoir générer des revenus, tu dois être certifié. Et donc la certif, c'est ça, c'est vérifier ton âge, ton passeport, ton 06, ton mail. Côté utilisateur, on va pas demander ton passeport, mais on va quand même faire une vérification d'âge avec une techno où tu mets ta tête devant la caméra et on est capable de savoir si tu es majeur ou pas. Reconnaissance faciale à grosse maille, aussi... si t'as pas assez de rides, si t'as l'air trop jeune. Tout, ta barbe, ta pilosité, la couleur de tes cheveux. À quel point ce truc est accurate? J'imagine qu'aujourd'hui les technos de reconnaissance faciale sont très performantes, mais est-ce que t'as déjà eu quelqu'un qui a l'air hyper jeune et en fait non, qui a 22 ans ou un truc comme ça? Je vous jure que je suis majeure. Il peut y avoir des cas, mais
c'est assez rare, c'est faible, et en tout cas la techno elle est bien poussée, et s'il y a un doute, tu as la possibilité de contourner l'estimation d'âge en prouvant ton âge par la vérification. Donc là tu uploads ton passeport, ton permis ou ta CNI. Vous avez beaucoup de tentatives de contournement là-dessus ou non? Est-ce que c'est un gros problème chez vous, des trop jeunes qui essayent? Utilisateur? Ouais. Non. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de refus, donc c'est que ça marche. Ouais, ok. Donc on est capable de quantifier le nombre de refus, le nombre de tentatives qui sont avortées parce que la techno a considéré que la personne était trop jeune. À la fois c'est dissuasif, aussi ça marche. Donc après il en va de la responsabilité. Si toi tu es majeur et que tu mets ta tête pour ensuite donner l'accès à un mineur, c'est de ta responsabilité. C'est comme si tu allais acheter une voiture à ton gamin de 14 ans. Tout à fait. La responsabilité s'arrête, enfin votre responsabilité s'arrête quand même à un endroit, ça c'est clair. Les utilisateurs, on n'a pas dit combien t'en avais? 20 millions. 20 millions d'utilisateurs. Et actifs, alors c'est quoi la métrique déjà, monthly active users? On en a plusieurs millions d'actifs par mois. Les 100 millions de GMV générés par 36 000 créateurs de contenu, c'est payé par combien d'utilisateurs? Quel pourcentage de votre fanbase? C'est par mois, c'est 300 000 personnes différentes. 300 000 utilisateurs uniques qui vont générer 20 millions. Qui sont des utilisateurs payeurs. Ça veut dire que tu as quand même si je comprends bien, tu as quand même une écrasante majorité de touristes dans vos utilisateurs. Il faut savoir que ça, je t'ai dit par mois, ce qui fait que le mois d'après, tu en as aussi des nouveaux. Des nouveaux qui vont payer au mois 2, qui n'ont pas payé au mois 1. Et puis après, ceux que tu appelles les touristes. Oui, de manière extrêmement condescendante, ceux qui refusent de payer. Beaucoup de gens qui, vu qu'il y a aussi une partie de contenu freemium, donc tu as du contenu accessible gratuitement, tu as aussi des gens justement qui s'alimentent de ça. Quoi faire, et qui se transforment en utilisateur payant peut-être au mois 6. Au bout de quelques mois, ok. Là-dessus, si on essaye de rentrer un peu dans des mécaniques de ces économies de créateurs de contenu exclusifs, un fan, donc j'imagine que vous, une métrique corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais une métrique que vous devez pas mal regarder, c'est exactement ce que tu viens de toucher du doigt, c'est la durée de vie de ton utilisateur sur la plateforme et justement le taux de transformation du gratuit au payant. Ça, c'est une métrique que vous regardez beaucoup. Est-ce que c'est un méga enjeu pour vous, ça? En fait, je crois que t'as pas idée de tous les enjeux que sont les nôtres, effectivement, sur cohorte utilisateur, cohorte créateur. Évidemment, la LTV, c'est ce qu'on appelle la lifetime value. Durée de vie de l'utilisateur. Voilà, et puis ce qui rapporte sur sa durée de vie chez nous. Donc évidemment, c'est des choses qu'on connaît. Un fan, enfin un utilisateur qui va s'abonner, en moyenne, il va générer combien par mois au début? J'imagine que c'est hyper faible parce que le début, tu testes la plateforme, t'es grand consommateur de la partie gratuite. À partir de combien de mois ça devient intéressant? Est-ce que t'as des chiffres que tu peux partager? Alors sur la partie sub, donc abonnement, t'as un churn généralement au bout de 3 mois, c'est ce qui est observé. Sur le montant dépensé par utilisateur en moyenne, je veux pas te dire de bêtises parce que ça fait quelques mois que j'ai pas été à jour sur le chiffre, donc je te dirais une bêtise, j'ai pas envie de te le dire, mais c'est autour de une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros par mois? Non, ça va être une quarantaine d'euros de l'utilisateur, parce que ça va sur sa durée de vie. Ok. Ça va comprendre l'abonnement sur 1, 2, 3 mois ou plus. Ça va comprendre éventuellement le déblocage ou non d'un pay-per-view en plus. Donc tu as des utilisateurs qui vont s'abonner un mois et qui vont payer un pay-per-view à 20 euros. T'en as ceux qui ne vont faire que de l'abonnement et qui vont jamais débloquer un pay-per-view. Et ça, c'est ceux qui te churnent le plus, non? En vrai, ça, c'est pas tes meilleurs utilisateurs. T'en as qui se contentent. Enfin, je veux dire, la durée de vie, elle va augmenter si les mecs. Alors après, on a des cohortes qui sont intéressantes à analyser, qui sont des utilisateurs qui sont des très très gros spenders, peu nombreux, mais c'est des gens qui sont capables de payer effectivement par mois plusieurs centaines d'euros et surtout par an plusieurs milliers d'euros. Et donc quand tu commences sur une plateforme en ligne à dépenser plusieurs milliers d'euros par an, c'est que tu as une attache forte à la plateforme ou à certains créateurs. Et on a eu des utilisateurs qui ont dépensé, mais il n'y a pas de cas extrême sur des gens qui ont dépensé 50 000 euros non plus. Enfin, tu vois, faut pas... Le gars qui dépense le plus, il va te dépenser 10 000 euros par an ou un truc comme ça? Oui, ça peut. Il y a déjà eu des cas comme ça. C'est énorme. L'abonnement, le prix moyen d'un abonnement? Donc le prix varie en fonction du créateur. C'est le créateur qui fixe le prix de son abonnement. Ça va entre 12 euros par mois, 24 euros par mois, 50 euros par mois. Et puis on a aussi un pricing qui peut être plus élevé. Mais globalement, ce qui est observé, c'est un prix de 12 euros TTC par mois. C'est la moyenne ou c'est la moyenne basse? C'est une moyenne observée parce que c'est le prix qui est fixé par le créateur. Souvent, il utilise ce prix-là dans la fourchette de prix qu'il peut sélectionner. Il y a plus de créateurs qui sont à ce prix-là. Que des créateurs, oui, donc c'est des paliers en fait, ils ont le choix entre différents paliers. Et puis t'as des créateurs aussi qui ont une politique de code promo pour faire venir les utilisateurs, ce qui fait qu'il a setupé son compte à 12 euros par mois, mais dans les faits,
il y a une grosse partie des gens qui s'abonnent et ça leur coûte 6 € par mois. Parce qu'il y a des outils marketing qui permettent aux créateurs de générer des codes promo pour accéder. Justement, ça m'intéresse les outils marketing. Mais attends, j'ai encore quelques questions sur ces prix, ces moyennes. L'utilisateur qui dépense le plus, ça peut aller jusqu'à 10 000. J'imagine que dans les cas extrêmes, vous avez déjà dû voir un truc de ouf à plus que 10 000 peut-être. Combien gagnent les créateurs qui gagnent le plus? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Ok, donc ça veut dire et sachant qu'on n'a pas, on a des créateurs majoritairement français. Donc la France, c'est un bassin d'audience qui est quand même plus faible que les États-Unis où tu as pas loin de 370 millions de personnes. Nous en France, on est 62 millions. Donc demain, quand on aura des gros créateurs, ce qui va faire partie de la stratégie 2026, des gros créateurs américains, on va se retrouver un peu globalement sur des chiffres qu'on observe sur des gros créateurs de contenu aux États-Unis qui peuvent générer par mois des millions. C'est fou. Là, directement, dans ta GMV, tu peux passer du simple au double juste avec 5 créateurs qui vont t'amener des centaines de milliers d'utilisateurs, des centaines de milliers d'euros générés, etc. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment le next, la prochaine grosse étape de Mime. Et en même temps, c'est la suite logique. Quand on regarde les choses pour vous, je veux dire, vous êtes énorme en France, il est temps d'attaquer le marché américain. Oui, mais pour ça, il faut en connaître les règles, comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, il faut être prêt pour aller aux États-Unis. Donc prêt, ça veut dire être prêt d'un point de vue. C'est un lot de problèmes supplémentaires. Il faut que la stack technique soit suffisamment robuste. Il faut qu'on ait des équipes sur place. Bon, après, c'est classique quand tu veux te lancer à l'inter, quoi. Ouais, tu me raconteras le développement. Là-dessus, ça veut dire que à quel point l'argent généré est généré par... Enfin, le gros de l'argent généré est généré par une toute petite partie des créateurs. C'est-à-dire que sur tes 36 000, tu me dis, il y en a plusieurs qui font plus de 100 millions par mois. Donc... 100 000. Plus de 100 000, pardon, j'ai dit quoi? 100 millions. 100 millions. Plus de 100 000 par mois. Ça veut dire que tu vas avoir quelques créateurs qui vont pouvoir Est-ce que tu vas avoir tes 10 meilleurs créateurs qui vont chacun te générer Alors non, on n'a aucune dépendance à un top 10 ou à un top 20 de créateurs, donc ça c'est bien. Et globalement, tous les créateurs chez nous génèrent des revenus. Et notamment pourquoi? Parce que tu peux être personne chez Mime et générer des revenus grâce aux produits qu'on a pensés. C'est-à-dire, il y a une vraie mise en avant possible de tous les créateurs. Déjà parce que tu peux être trouvé sur le moteur de recherche et qu'on a un fil d'actualité sur l'accueil, une fois que tu as créé un compte en tant qu'utilisateur et qui va te permettre de découvrir en fonction de tes recherches, en fonction de tes goûts, ça va te permettre de découvrir des nouveaux créateurs. Alors qu'il y a d'autres plateformes, si tu n'as pas de communauté en dehors de la plateforme, tu n'as aucun moyen de te faire connaître. C'est un peu la particularité de Mime, mais c'est ce qui fait qu'il y a des créateurs qui arrivent à émerger alors même qu'ils n'avaient pas de communauté à côté. Et la moyenne de revenus chez les créateurs, on est autour de 1 220 € mensuels. Entre 12 et 14 000 par an, t'en as qui vont faire 1-2 millions par an et t'en as qui vont faire... Il y en a qui vont gagner 300 € par mois. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Et votre algorithme, si on peut s'attarder un tout petit peu dessus, comment il fonctionne du coup? Si tu me dis que est-ce que tu as un système d'algorithme à la Doctolib où tu fais tourner les gens que tu mets en avant, ou est-ce que je sais pas, tu as des moyens de te faire plus pousser par l'algo, plus tu as du freemium, donc plus tu as du gratuit dans ton compte, plus l'algo va te pousser? Comment ça c'est un peu la secret sauce, mais non, j'imagine, mais c'est pas en fonction des pricing ou des opérations marketing des créateurs, non. En revanche, on va plutôt en fonction de tes recherches, en fonction des profils que tu as pu consulter, que tu as pu liker. Déjà, c'est des profils qu'on va te faire émerger parce qu'on sait que tu as une appétence pour ces profils-là et on va essayer de te les remettre en avant parce que peut-être que tu as consulté souvent un profil mais tu n'as jamais converti, tu t'es jamais abonné, tu n'as jamais payé. Donc là, notre but, ça va être de pousser on va pousser à convertir l'utilisateur. Il y a aussi la fameuse pratique de lookalike. Tu fais des comparaisons justement entre un utilisateur qui est abonné à ce créateur, mais il est aussi abonné à ce créateur, donc un autre utilisateur qui est abonné au même créateur, on peut penser qu'il va aussi aimer le deuxième créateur comme l'autre utilisateur. Technique de retargeting marketing finalement. Oui. Ouais, et puis ensuite, nous, il y a des profils aussi qui peuvent être par essence et par activité qui méritent par l'algo d'être mis en avant aussi. Vous, est-ce que vous avez encore un enjeu? Pour moi, tout votre enjeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la durée de vie des créateurs et surtout la durée de vie des utilisateurs. Faire en sorte que tout ce monde-là soit très content, reste, soit fidèle, dépense plus. Vous avez un enjeu de les faire rester qui est énorme. Est-ce que vous avez un enjeu de les faire venir qui est énorme, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gagné le marché, ça s'auto-alimente? À quel point est-ce que tu as un coût d'acquisition marketing pour un nouvel utilisateur moyen, idem créateur? Alors,
même si on a une position un peu dominante en France, mais parce que déjà on est français, qu'on a mis les moyens et qu'on s'est toujours montré très ouvert avec nos créateurs et très présent sur le terrain. Ça faisait partie de l'ADN de la boîte, c'est de se dire, nos créateurs, on va considérer que c'est ce qui est le plus important pour la boîte, parce que c'est eux qui font tourner la boîte. Ils sont fidèles à la plateforme, ça on l'a observé, parce qu'on les a toujours, je pense qu'on a toujours été très transparent sur l'évolution de la plateforme, sur les problèmes qu'on a pu rencontrer, sur même les écouter. Qu'est-ce que vous attendez pour que le produit réponde à vos attentes demain? Tu co-construis avec eux les plus gros, leur parles hyper souvent aux gros Alors moi, créateurs? titre perso, non. Au départ, oui, parce que on était 2 pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, on a des équipes qui leur parlent. Alors ça peut être des interviews entre l'équipe produit et des créateurs pour comprendre leurs besoins et essayer de les développer dans les semaines à venir. Tu as aussi l'équipe de support. L'équipe support chez nous, elle est là pour répondre à tous les tickets que tu peux recevoir. Toutes les plateformes, je sais pas, mais tu peux imaginer une plateforme de réservation de voyage. Forcément, tu as des gens qui vont écrire au support pour dire je comprends pas, j'ai pas reçu mon ticket en ligne, etc. Nous, c'est pareil. N'importe qui, créateur comme utilisateur, peuvent poser leurs questions au support et on va répondre en moyenne, c'est en moins de 12 minutes dans ta langue, 7/7, 24/24. Les créateurs, ils ont un accompagnement un peu plus personnalisé, un peu plus poussé, avec des équipes dédiées qui, évidemment, sont dans les bureaux. Donc, c'est ce qu'on appelle des account managers. C'est un peu des termes anglais, mais c'est les gens c'est des sales, finalement. C'est l'équivalent des sales dans les boîtes tech, quoi. Ouais. C'est des personnes qui sont là pour t'aider, t'accompagner au quotidien, répondre à tes questions. Si tu as un problème, on va essayer de le résoudre. Si tu te poses des questions, on va essayer de t'accompagner. Si tu veux négocier, on peut négocier avec toi. Réfléchir à ta stratégie. Si tu as un doute sur un utilisateur, parce qu'on va essayer de t'accompagner. Enfin, en gros, c'est comme si tu avais une conciergerie à ta disposition. Si on vient un tout petit peu sur cette économie de la création de contenu exclusif, qui est quand même une économie qui est énorme, qui a explosé, qui continue d'exploser. Enfin, moi, de mon point de vue très extérieur à tout ça, j'ai l'impression que ça passe de gros à énorme à tentaculaire. On est d'accord là-dessus? Ouais, ok, ça continue d'évoluer énormément. Oui, c'est un marché à 7 milliards d'euros en France, juste pour la France. Donc c'est monstrueux, c'est plus de 200 milliards dans le monde. C'est ce que je regardais, j'ai essayé de trouver ces chiffres. En effet, j'ai vu 200 milliards dans le monde, c'est hallucinant. Et puis, c'est une croissance qui, chaque année, se maintient. C'est évidemment des croissances à deux chiffres, tu vois, c'est près de 20% de croissance dans cette industrie chaque année. Tu vois, c'est ce qui a été le cas, je crois, on a fait, pas nous, Mime, hein, mais c'est dingue parce qu'en fait, les outils mis à disposition des créateurs leur permettent déjà de booster leur panier et de générer plus de revenus. Donc ça, c'est vachement intéressant. On a quand même observé, effectivement, que les créateurs sont en capacité de générer plus de revenus parce que les plateformes s'améliorent, parce que des outils CRM sont intégrés à ces plateformes et donc on va faciliter le travail des créateurs. Le marché se structure, devient mature, quoi, en fait. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. La croissance de Mime a suivi cette tendance, j'imagine? Pas forcément. Là, on s'est repensé un peu différemment cette année. On n'a pas besoin d'être 70. Mais c'est ça qui m'hallucine, c'est le nombre de... Enfin, la taille de son équipe, quoi. Vous êtes que 50. Alors après, on a quand même des agents modérateurs qui sont aussi à l'étranger, qui sont externalisés. On a aussi des freelances, quelques-uns, qui nous accompagnent, parce qu'on a trouvé des expertises plutôt en freelance, où on avait besoin d'une expertise provisoire sur 6 mois, 10 mois, 12 mois, par exemple. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais voilà, sinon, on est une équipe de 50 personnes dans les bureaux. Et je te parlais d'agents modérateurs et qui gèrent aussi le support. Ça, c'est une vingtaine de personnes qui est basée à Madagascar, qui permet de gérer les tickets, donc tous les problèmes de support client, et de modérer le contenu quand il y a besoin d'avoir une modération avec l'IA. Ça, c'est dans les charges sociales le chiffre de charges sociales que tu m'as donné tout à l'heure, mais c'est pas dans les 50 personnes qui bossent full-time. Ça, c'est une vingtaine de personnes. Toi qui veux parler de chiffres, c'est 19 000 euros par an de coût mensuel d'agents externalisés. Les gros enjeux pour vous aujourd'hui, donc là, tu me l'expliquais un peu en 2 secondes tout à l'heure, c'est de vous développer à l'étranger. Comment tu t'attaques à un marché qui est dominé, qui a une hégémonie OnlyFans? Et la question inverse, à quel point est-ce que OnlyFans vous prend de la part de marché en France? En France, vous êtes très dominant, en tout cas, vous avez une très belle position dominante. Je pense qu'il y a aussi des plateformes comme les vôtres, plus petites, ou peut-être plus spécialisées, je sais pas, mais vous êtes quand même dominant. À quel point OnlyFans vous prend beaucoup de business et à quel point ça va être difficile d'aller se lancer aux US? En fait, c'est intéressant de savoir que Mime est considéré un peu déjà dans le monde comme la 3e plateforme. Ça, c'est ce qu'on a observé, c'est ce que les gens nous ont dit, ou même des créateurs étrangers, parce qu'ils nous connaissent, même s'ils ne sont pas investis la plateforme pour certaines raisons, mais qui sont aujourd'hui connues et concrètes. Déjà parce que pour un créateur, c'est compliqué d'être sur plusieurs plateformes en même temps. À partir du moment où tu as fait un choix, il faut savoir qu'OnlyFans, ça existe depuis 2016. Nous, on est arrivé après, sans même connaître OnlyFans. C'était même pas même quand on s'est lancé, OnlyFans, en France, ça n'existait pas. Oui, personne. On savait même pas, on pouvait même pas imaginer que ce type de business pouvait fonctionner en France. Donc, ils ont une longueur d'avance et ils ont quelque chose qui leur sert au quotidien. C'est de la com gratuite parce que tous les médias parlent d'OnlyFans. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de communiquer. Et par ricochet,
Je vais pas dire qu'on profite de cette pub parce que c'est pas forcément toujours la meilleure des pubs, mais en tout cas. Ça vous a donné de la visibilité en tout cas. Oui, alors on a beaucoup communiqué au départ et c'est des créateurs de contenu qui ont communiqué. Parce que une fois que tu as des créateurs de contenu, eux communiquent auprès de leur audience et donc ça va faire des petits parce que ça va aussi faire venir des créateurs qui se disent mais c'est quoi cette plateforme? Donc il y a un côté très viral. On a aussi toujours mis au départ un programme d'affiliation et qui permettait justement à des créateurs de parrainer d'autres créateurs. Ça c'est un gros truc, c'est une grosse ligne de revenus chez vous? Bah c'est une ligne de coût, mais parce que on rémunère des créateurs qui parrainent d'autres créateurs. Donc ça veut dire que si toi par exemple, toi Clémence, tu parraines un créateur et que cette personne s'inscrit sur la plateforme, si elle gagne 10 000 euros par mois, toi, ça va te ramener 1 000 euros par mois. Enfin, c'est des gros pourcentages d'affiliation, ça veut dire. C'est énorme. C'est énorme, mais c'était Donc, ça a été notre choix au départ. Toi, ce que ça fait... Et ça existe encore? Oui. Donc, si j'essaye de le calculer, ce que ça fait, c'est que ça veut dire que ça te fait baisser ta commission moyenne. Donc, si je considère que ta commission moyenne de mime, elle est de 23%, ça la fait baisser un peu. De 50%. Ça la fait baisser de 50%, bah oui. Bah oui. Ça l'a fait baisser de 50%. Et ce système d'affiliation, 24 mois, ok, il vous a... Donc déjà, il a une date de fin, ça c'est bien. À l'époque, ou en tout cas à l'époque où c'était vraiment une vraie grosse stratégie pour vous, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, à quel point ça vous a fait passer du simple au double de croissance en créateur de contenu? C'est-à-dire que ça te fait baisser ta com par créateur de 50%, mais si ça t'a triplé ton nombre de créateurs qui te rapportent de l'argent. Ça a été notre moyen pour nous effectivement de se développer plus vite. Ça a très bien marché. Oui, et c'est ce qui nous aidera aussi à marcher pour les États-Unis. C'est d'avoir des prescripteurs qui font ce travail de SDR, comme tu évoquais, de sales locaux, qui ont tout intérêt justement à faire venir des créateurs, parce que le modèle revenu, il est vachement intéressant. C'est un coût d'acquisition marketing en fait. Complet. Aujourd'hui, quelle part de ta GMV est générée par des programmes d'affil du coup? C'est un peu dur peut-être de le voir. Non, c'est pas dur, je le connais par cœur. Ok. Non, c'est un peu plus de 1,5%. Du coup. Plus d'1,5%, et au début c'était beaucoup plus. Ça a baissé. Ça a augmenté au départ c'était un petit peu plus. Oui. Donc ça, en effet, finalement, c'est ton coût d'acquisition qui va aussi te permettre de mettre petit à petit un pied chez des créateurs américains. C'est très logique, ça va faire des petits tout seuls comme un peu. Oui, j'espère. Mais oui, non, mais c'est la stratégie. Sur la GMV, la part d'abonnement, la part de ce montant qui est de l'abonnement et qui est du pay-per-view? On est sur 35% d'abonnement. 35% 65%, ouais. Donc c'est pas négligeable. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est la base. Au départ, c'était la grosse partie était ventilée par de l'abonnement. Ok, donc ce que vous avez réussi à faire, c'est de pousser cette logique d'upsell pour les créateurs. On avait beaucoup plus d'abonnements. Alors l'avantage de l'abonnement, c'est le bon modèle que tout le monde adore dans le business parce que tu as du recurring et chaque mois ça tombe. Et donc ça, on avait ça au départ. Et puis de plus en plus, la tendance a été pour les créateurs de se détacher de l'abonnement et de vendre du pay-per-view. Et vous les avez aidés là-dedans? Enfin, vous les avez aidés. On a pris le pas. On a compris que c'était la volonté des créateurs. Ouais. C'est eux qui ont demandé si on pouvait pas passer l'abonnement à 0 €, parce que certains avaient une stratégie de mettre un abonnement à 0 et d'être focus sur les pay-per-view. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on a fait évoluer le produit. Oui, c'est ça. En fait, vous avez fait évoluer le produit en ce sens. Et ça puis a commencé aussi... avec les codes promo au départ. Ouais, c'est marrant ça. Donc c'est-à-dire que l'abonnement, le prix moyen de l'abonnement baissait. Après, on avait des codes promo à 0. Donc c'est-à-dire qu'il y a c'est 100% de réduction. Donc tu avais pas mal de créateurs qui proposaient des codes promo à 100% à leur communauté. Donc l'abonnement passait à 0 €. Ce qui a dégradé effectivement dans la ventilation PPV abonnement. Et puis après, là, on a vraiment permis à des créateurs d'avoir un abonnement gratuit. Ouais, c'est super smart. Et puis ce truc de ça rassure tout le monde adore ces métriques parce que c'est du récurrent. C'est aussi ce qui très 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 vite va faire plafonner ta croissance. En fait, c'est le vrai objectif, c'est justement de faire grossir ce pay-per-view. En effet, c'est là où, enfin moi, ce que je me dis, c'est que la durée de vie d'un utilisateur, elle est beaucoup plus faible si juste il paye son abonnement tous les mois. En fait, ça veut dire que il engage pas vraiment avec le contenu et donc il va finir par partir. Donc, t'as un peu ce truc là quand même, non? Oui, et à la fois c'est vachement rassurant parce que t'as une base. Ouais. C'est que tous les mois, t'as du churn. Ouais, mais t'as aussi des gens qui restent fidèles, qui restent abonnés. Ça oblige le créateur aussi qui payent les salaires de à publier du contenu régulièrement sur ton profil pour fidéliser justement les abonnés. Dernière question là-dessus. Je devrais le savoir, je ne le sais pas. Vous êtes rentable? Oui. Vous avez levé des fonds à des moments où vous êtes autofinancé à 100%? Toi et ton cofondateur? Oui. Dont je n'ai pas le nom, comment s'appelle-t-il? Gaspard Hafner. Gaspard Hafner, on t'embrasse. Ok, génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir accepté que je te cuisine dans les moindres détails sur tous les modèles économiques. Bah écoute, merci Clémence. Mais c'est vrai que c'est souvent les chiffres d'affaires sont souvent demandés.
et ce que gagnent les gens. Mais vous, c'est le modèle du podcast, c'est bien. Ça parle de... C'est un peu plus précis. Dans le détail du modèle économique, moi j'essaye de décrypter au maximum. Là, c'est une grosse machine qui est peut-être plus complexe que ce que je fais habituellement, mais c'est hyper intéressant juste de comprendre, en fait, les gens, ils écoutent combien ça gagne pour comprendre les logiques, les mécaniques, tu vois, de comment ça fonctionne. Si demain, je veux me lancer en tant que création de contenu sur Mime, où tu devrais donner un conseil à un futur créateur, quel est ton meilleur conseil pour un créateur ou un jeune créateur qui débute? Déjà de débuter sur Mime et pas ailleurs. Tu seras mieux reçu. Tu seras mieux reçu, tu gagneras mieux, ça c'est sûr. D'utiliser un CRM pour faciliter ton travail, mais surtout de faire ce que tu as vraiment envie de faire et de te fixer des règles et d'avoir une véritable expertise dans ton domaine. Il y a trop de gens qui veulent essayer de gagner de l'argent en ligne sans expertise. Et qui font nimp. Ouais. Okay. Donc il faut garder ça en tête. Rester sérieux. Donc, ce que tu préfères, c'est rencontrer plein de gens différents, échanger avec tout un tas de gens qui ont tout un tas d'expertises différentes. C'est ça ce que tu dirais? C'est un peu la joie de ce job, au final, qui est vachement intéressante, c'est que tu rencontres des gens complètement différents. Pas forcément des créateurs potentiels bien sûr. Qui peuvent investir à la plateforme, mais rencontrer les politiques et contribuer, par exemple, à l'encadrement de demain dans cette industrie, je trouve que c'est vachement intéressant. Je suis d'accord. Parce que ça concerne nos enfants aussi. Ça concerne des créateurs de contenu qui attendent aussi de toi que tu travailles dans leur sens. Un bon porte-drapeau, ouais, c'est ça. Ouais, puis il y a l'enjeu de faire en sorte que Mime soit demain le leader, en tout cas un acteur qui soit vraiment très important à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est leader certainement en France, mais il y a des pays déjà en Europe sur lesquels on est en train de tracer notre route, notamment l'Allemagne. Mais le gros marché reste justement outre-Atlantique. Bien sûr. Et donc c'est le Challenge 2026. C'est la prochaine étape. Ouais. Incroyable. Merci beaucoup, Pierre. Merci Clément. C'était super. Merci. Ma toute dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Je te mettrai en relation avec un ami qui est chanteur d'opéra, qui est ténor, avec qui tu pourras parler de combien ça gagne un ténor. Exceptionnel. Combien les prods te rapportent. Ça va beaucoup m'intéresser avec grand plaisir. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur Combien ça gagne, abonnez-vous. Nouvel épisode toutes les semaines. À plus. Ciao.